Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, vers un amendement de la Constitution pour permettre la tenue simultanée d'élections présidentielles et parlementaires au Rwanda. Une réforme qui, selon l'exécutif, devrait permettre de réduire les coûts d'organisation du processus électoral. 259 condamnés graciés après la répression de la manifestation hostile au pouvoir du 20 octobre 2022. Elles avaient coupé de peine de 2 à 3 ans de prison lors d'un procès très contesté tenu à huis clos en décembre dernier au Tchad. Et puis, le Congo-Brazzaville à la recherche de fonds pour financer l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la région du Poul. Opération estimée à plus de 8 milliards de francs CFA et qui devrait concerner plus de 7500 ex-combattants. Mais tout d'abord, Kamala Harris a achevé sa visite au Ghana ce mercredi 29 mars. Première étape de sa tournée dans 3 pays africains qui s'achève le 2 avril. Durant sa visite qui a débuté le 26 mars, Kamala Harris a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Elle a notamment annoncé $1 milliard de financement public et privé pour l'autonomisation économique des femmes ghanéennes. Prochaine étape, la Tanzanie et la Zambie. Notons que cette tournée intervient après un sommet États-Unis-Afrique en décembre 2022 à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Le Rwanda envisage de modifier sa constitution dans l'objectif d'une tenue simultanée des différents scrutins. Selon le président Paul Kagame, si ce projet est adopté, il permettra notamment de faciliter l'harmonisation des calendriers des élections parlementaires et présidentielles. Marine Tolo. Le Rwanda envisage de modifier sa constitution pour permettre la tenue simultanée d'élections présidentielles et parlementaires dans le pays. Cette réforme proposée par le président rwandais Paul Kagame a été approuvée le 24 mars 2023 par le cabinet de la présidence. Pour le président Kagame, cette réforme permettra l'harmonisation des calendriers des élections parlementaires et présidentielles. Ce que je pense de cette harmonisation, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permettra d'économiser beaucoup d'argent. Comme vous le savez, les élections, ça coûte extrêmement cher, que ce soit dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Et les élections parlementaires, c'était cette année au mois d'août. Et pour les présidentielles, c'était l'année prochaine. Alors, vous imaginez pour le Rwanda comment ça allait coûter extrêmement cher. Au Rwanda, les élections législatives sont prévues pour le mois d'août 2023. Cependant, en cas de validation du projet de loi relatif à la synchronisation des élections présidentielles et parlementaires, ces scrutins seront repoussés à 2024 pour se tenir en même temps que la présidentielle. Je trouve pas qu'il y aura grand-chose, beaucoup de changements. La population, tout ce qu'ils font, c'est de se présenter puis d'aller voter. Ils allaient le faire aussi cette année pour les députés, comme ils allaient le faire l'année prochaine. Mais bon, ce jour-là, ils le feront le même jour. Voilà, ça change vraiment rien. Tandis que pour les députés, par exemple, il y aura beaucoup de changements. Pour ce qui est de se présenter, est-ce que quelqu'un pourra se présenter comme député, mais en même temps aussi comme président. Est-ce qu'on pourra ça? Je ne le sais pas. Rappelons qu'au Rwanda, la constitution avait été modifiée la dernière fois en 2015 par le président en exercice Paul Kagame. D'après certains membres de l'opposition, cette modification avait été initiée pour faciliter la prolongation du mandat du président Kagame. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a gracié 259 des 262 personnes condamnées le 2 décembre 2022 pour leur participation présumée aux manifestations du 20 octobre 2022. Pardon présidentielle accordée dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Bien que ces actes contribuent à l'apaisement, certains acteurs estiment qu'ils ne respectent pas les textes en vigueur. Mahamat Ramadan et Joël Ballot. Au Tchad,
2 jours après avoir gracié 380 rebelles du Front pour l'alternance et la concorde, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a accordé lundi 27 mars 2023 sa grâce aux 259 détenus. Ces derniers ont été condamnés pour avoir organisé et participé à la manifestation non autorisée du 20 octobre 2022, événement au cours duquel une dizaine de personnes a perdu la vie. Pour certains acteurs de la société civile, le chef de l'État a tenu la promesse qu'il a faite en faveur de la réconciliation nationale. Le président de transition est également un homme de parole, de conviction et d'action. Il a joint l'acte à la parole et comme c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah, parce qu'il a dit dans son discours du 8 octobre que je prends l'engagement devant Dieu et les hommes de libérer les prisonniers de guerre. C'est ce qu'il a fait. Donc nous, on ne peut que saluer et cet acte nous motive davantage à le soutenir, à soutenir cette transition. Sonore. Ces grâces présidentielles ont pour but, selon les autorités, d'apaiser le climat politique et social en faveur du processus de la réconciliation nationale et de la concrétisation des résolutions du dialogue national inclusif. Mais pour certains acteurs de la société civile, ces actes présidentiels, quoique bénéfiques, ne respectent pas la législation en vigueur. Ils estiment que ces grâces présidentielles n'auront de sens que si les bénéficiaires ont épuisé les voies de recours. Du point de vue humanitaire et dans le cadre politique, je crois que cette grâce est arrivée à point nommé. Mais est-ce que cette grâce respecte les conditions légales? Parce que du point de vue légal, notamment le décret 230 du 19 octobre 1970, il faut que le jugement soit définitif avant qu'on ne puisse accorder la grâce. Et dans ce cas de figure, je crois que les manifestants du 20 octobre ont été jugés en première instance et à mon avis, ils ont fait appel. Pour rappel, le président de la transition a promis à la clôture du dialogue national inclusif en octobre 2022 de libérer tous les prisonniers de guerre et de continuer à tendre la main au mouvement politico-militaire non signataire de l'accord de paix de Doha. Toujours dans l'actualité, la force est-africaine annonce le déploiement imminent des forces ougandaises à Bunagana dans le cadre de la résorption du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, cette localité du territoire du Rutshuru au Nord Kivu avait été la première à être conquise par les rebelles du M23 en juin 2022. Les rebelles étaient censés libérer toutes les localités conquises dans l'est du pays d'ici au 30 mars, mais le respect de cette échéance semble désormais impossible à tenir, selon les experts. Pour rappel, le 30 mars était la nouvelle échéance fixée par les chefs d'état-major de la force est-africaine le 5 février 2023, dans une feuille de route de sortie de crise qui contenait également un cessez-le-feu qui n'est pour l'instant pas appliqué. Sur les plus de 8 milliards de francs CFA nécessaires au financement de l'opération DDR dans la région du pôle au sud du Congo, le gouvernement est censé décaisser lui-même 25% de l'enveloppe et attend les 75% restants de ses partenaires. Samedi 25 mars, les autorités de Brazzaville ont réuni les 10 partenaires à cet effet. Plus de 7500 ex-combattants sont concernés. Pour rappel, la région du pôle a été le théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017. Le point avec Marine Tolo. Au Congo, le gouvernement va lancer dans les prochains jours des opérations de démobilisation, désarmement et de réinsertion d'au moins 7500 ex-combattants dans la région du sud du pays, notamment dans le département du Pôle, qui a été le théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017. Des partenaires de ce processus DDR dans le pays ont été réunis le samedi 25 mars 2023 pour réunir les fonds nécessaires au lancement du dit processus. D'après l'exécutif, le coût global de l'opération est de 8,3 milliards de francs CFA. Cette opération va inéluctablement contribuer au retour de la paix dans cette localité soumise depuis de nombreuses années
justement une rébellion, des attaques armées qui déstabilisent tous les programmes de développement que le gouvernement a voulu dérouler dans la partie sud du pays. D'après des sources gouvernementales, sur les coûts nécessaires pour officiellement lancer le processus des DDR, le Congo à lui seul doit contribuer à hauteur de 25% de la dite somme. Une fois l'opération lancée, les ex-combattants seront réinsérés dans la société et ceci permettra enfin au sud du pays de retrouver tranquillité et stabilité. Ce programme doit être non seulement appuyé par l'Organisation de l'Unité africaine, mais également par les agences onusiennes qui ont une expérience certaine dans le domaine. Il va sans dire que toutes les forces du Congo doivent également, sur le plan politique, appuyer ce processus. Des données officielles rappellent que les affrontements armés qui ont secoué le département du Pôle entre 2016 et 2017 ont provoqué le déplacement de près de 138 000 personnes. Après les accords de paix qui ont mis un terme au conflit fin 2017, au moins 8 000 armes ont été collectées et détruites dans la zone. Les opérations de démobilisation des armements et réinsertion imminente devraient se faire sur une durée de 4 ans selon le gouvernement. Immersion à présent au cœur du trafic clandestin de gaz butane en Côte d'Ivoire. Un phénomène de société qui prend de l'ampleur au grand âne des ménagères qui en font les frais. 150 incidents impliquant le gaz domestique trafiqué ont été enregistrés ces 3 dernières années. Reportage signé Esther Conan. En Côte d'Ivoire, la cuisine au gaz est la technique de cuisson utilisée dans la majorité des ménages. Seulement, le produit fait l'objet d'un trafic régulier. À Abidjan, par exemple, la manipulation illicite des produits pétroliers, notamment le butane, est un véritable fléau qui consiste à aspirer une certaine quantité de gaz d'une bouteille pour la transverser dans une autre, vide. Cette pratique frauduleuse, en plus de réduire les quantités normales par bouteille, compromet la sécurité tant pour les populations. Moi, personnellement, quand je charge mon B6, j'ai l'impression que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça fait au plus 5 jours, 1 semaine. Par moment, quand on va charger le gaz, on voit que les bouteilles vont vraiment vieillir. C'est ça qui nous intrigue un peu. Là, on a vraiment peur. De toutes les personnes qui sont brûlées à cause du gaz, je pense que c'est vraiment triste. Ça fait vraiment pitié. C'est triste parce que du jour au lendemain, on ne sait jamais, ça peut arriver à tout le monde. Ces 3 dernières années, 150 sinistres impliquant du gaz domestique ont été recensés en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre ce fléau, les autorités ivoiriennes ont pris une série de mesures. Il s'agit notamment de la loi numéro 92-469 portant répression des fraudes sur les produits pétroliers. À l'origine de ce phénomène qui endeuille plusieurs familles et qui engendre par ailleurs plusieurs dégâts matériels et financiers, nous notons la prolifération d'un certain nombre d'ateliers clandestins qui s'adonnent à l'activité de transvasement illégal des bouteilles de gaz domestique. Le consommateur lambda n'est pas forcément outillé pour pouvoir faire une différence nette entre une bouteille de bonne qualité et une de mauvaise qualité. Pour éviter ces genres de sinistres, la première mesure barrière en la matière est d'abord la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, la consommation de butane est estimée à 8000 tonnes tous les 12 jours, alors que la Société ivoirienne de raffinage SRI n'en produit que 50 tonnes pour assurer sa consommation annuelle de 268 884 tonnes métriques. Le gouvernement multiplie les investissements dans le secteur pétrolier et importe chaque année 247 696 tonnes métriques de butane. L'actualité sportive pour terminer avec le Congo qui succède au Burkina Faso à la tête de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. La passation de pouvoir a eu lieu ce lundi 27 mars à Brazzaville lors de la cérémonie d'ouverture de la 39e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Deva Panzo.
Hugues Nguelondele, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a réceptionné le symbole de commandement qui accorde désormais la présidence de la Confégès à la République du Congo des mains de son prédécesseur du Burkina Faso ce lundi 27 mars 2023 à Brazzaville. Mesdames et messieurs les ministres, au moment de clore le biennium 2021-2022, marqué par la présidence du Burkina Faso, je tiens, au nom du gouvernement du Burkina Faso et aussi au nom des membres du bureau sortant, à remercier l'ensemble des États et gouvernements membres pour leur engagement et leur contribution aux résultats enregistrés. Il ne fait aucun doute, au regard du succès de cette cérémonie, que la présidence du Congo, sous la houlette du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, consolidera davantage nos acquis vers la mise en œuvre efficace des nouvelles orientations. Les ministres des Sports et de la Jeunesse des pays membres de la Confégès séjournent dans la capitale congolaise à l'occasion de la tenue de la 39e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie dont les travaux se sont clôturés ce mardi 28 mars 2023 à Brazzaville. Le secrétariat général de la Confégès veut s'attaquer aux diverses urgences auxquelles sont confrontés les jeunes. Quelques actions phares nous apparaissent prioritaires, dont notamment la protection des jeunes, des sirènes de l'immigration clandestine, du radicalisme violent, de la consommation des stupéfiants, l'actualisation et la rénovation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'appui des conseils nationaux de nos États dans la formation des jeunes, le projet double carrière sport-études permettant de lier sport et études en faveur de nos jeunes talents sportifs. Au cours de la 39e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, plusieurs personnalités ayant œuvré pour l'épanouissement des jeunes sportifs de l'espace francophone ont été décorés. Des jeunes entrepreneurs ont aussi reçu des récompenses dans le cadre du prix Bernadette Nicole Mapokendongo. La 40e conférence des ministres de l'institution francophone se tiendra en 2024 au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.